Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous accueillir. Nous avons le bonheur de pouvoir accueillir Olivier Ongenat-Hooft, qui, quand vous voyez son profil LinkedIn, a beaucoup de casquettes. Il est auteur, philanthrope, conférencier, mais aussi plein d'autres choses dont il vous parlera dans quelques instants. Et alors, les 3 derniers petits mots qu'il utilise sur son profil, c'est « amoureux de la vie ». Alors, Olivier, bonjour. Bonjour Marc. Tu vas bien? Je vais très bien. Je suis heureux d'être là. Super que tu sois là. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Cette interview, ce partage, s'appelle « Merci, c'est lundi ». Et merci, c'est lundi, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une dose d'optimisme dans ce monde qui va de plus en plus vite. Ouais. Et ce merci, c'est d'abord le plaisir de vivre. Et c'est lundi, parce que même le lundi, quand on recommence à travailler, il y a des choses magnifiques qui se passent. C'est clair. Si on voit le côté positif des choses. Alors Olivier, pourquoi amoureux de la vie? Combien d'heures est-ce que tu as? Le temps que tu veux. Eh bien, j'ai envie de dire, Marc, que j'aimerais que tout le monde puisse être amoureux de la vie. Parce que qu'est-ce qu'on a de plus beau, de plus essentiel, de plus important que la vie, notre vie? Mais dans mon cas, c'est parce que il y a quelques années, j'ai été confronté à quasi perdre ma vie lors d'une agression violente en Colombie quand j'ai été pris en otage par les FARC. Et le fait de voir la vie potentiellement partir, et décidément elle n'est pas partie, sinon j'aurais pas le plaisir d'être avec toi aujourd'hui, ça te remet en quelque sorte sur les rails de la vie. Et du coup, le fait d'être en contact avec la vie tous les jours, pour moi, est une célébration, c'est une joie, c'est un plaisir, c'est une honneur aussi. Et donc pour moi, être amoureux de la vie, c'est le fait de pouvoir faire des choses. Quand tu parles de mon profil LinkedIn, je fais beaucoup de choses, et en même temps, pour moi, c'est tout pour célébrer la vie, de pouvoir utiliser chaque jour, chaque heure, chaque minute, sans être un frénésie, mais de vouloir faire le plus de choses. Donc, c'est un éloge pour moi, c'est un éloge de la vie. Ouais. Cet éloge de la vie, tu le trouves aujourd'hui grâce à cet événement qui se passe en Colombie. Tu as eu peur de mourir? Tu as frôlé la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Est-ce que j'ai eu peur? Oh, c'est une bonne question ça. Est-ce que j'ai eu peur de mourir? Je n'ai pas vraiment pensé à ça. Au moment où... donc en gros, le contexte, c'est quoi? C'est que j'étais en visite chez des amis en Colombie, et il y avait un invité de passage du papa de mon compagnon de l'époque. Et ce monsieur, Brian, était un homme d'affaires anglais qui venait passer quelques jours à Bogota, et un grand amateur d'art. Et moi, j'étais jeune, j'avais 26, 27 ans, et je commençais à montrer un intérêt dans l'art, enfin l'art contemporain, en tant que collectionneur plutôt. Et il m'avait invité de l'accompagner pour aller visiter une galerie et une artiste. Et c'est sur la route de retour, quand il a dit, tu sais, au lieu de rentrer à la maison et dîner là, pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans un restaurant italien que je connais? Et c'est sur la route de retour, quasi au plein centre en fait de Bogota, qu'une voiture nous a coincés. Et au moment où le chauffeur a essayé notre chauffeur a essayé de partir avec la voiture, ils ont commencé à tirer dessus. Moi, j'ai eu 3 balles dans le corps. Donc une balle qui a traversé ma jambe gauche, la jambe droite et une balle dans le bas du dos. Moi, je suis directement tombé dans les pommes, j'étais out. Et au moment où ils nous ont amenés, tout ça, bien sûr, je ne l'ai pas su parce que j'étais inconscient, mais à un moment donné, je me suis retrouvé seul
dans la voiture, sur la banquette arrière, et totalement confus, je me suis dit, il faut que je parte d'ici où je suis. Mais je ne savais pas en fait où j'étais. J'étais tellement confus. Et en plus, j'étais paralysé à cause des balles qui avaient traversé mon corps. Et donc, je me suis laissé tomber de la voiture. Je me suis éloigné de la voiture. Et quand je faisais mon mouvement, donc, je suis tombé comme ça de la voiture. Et je regardais à gauche et je voyais les phares de l'autre voiture, la voiture de nos agresseurs, nos kidnappeurs. Et en fait, je me suis éloigné de ce lieu pour aller me mettre, sans que je le sache, à côté de Brian et le chauffeur, que eux, les terroristes, avaient sortis de la voiture, ils les avaient mis là pour tuer. Et donc, je me retrouvais à côté de Brian, qui était un colosse de 175 kilos. C'était quelqu'un d'énorme. Et je le regardais comme ça, totalement catastrophié, totalement confus. Et en fait, je voyais son visage, c'était comme le visage de Christ. En fait, il y avait tout des gouttes de sang qui coulaient de son visage, parce qu'en fait, au moment où ils ont tiré sur la voiture, il y a la vitre arrière qui s'est éclatée. Il a essayé de se protéger, mais en se protégeant, il a mis tout le verre en fait dans sa tête, et donc ça a commencé à couler. Donc en quelque sorte, c'était horrible, et en quelque sorte, c'était aussi très symbolique. Ouais. Tu vois cette image comme un Christ qui était en train de mourir à côté de moi. Et à ce moment, je parle espagnol, je comprenais ce qu'ils disaient. Ils ont dit, donc à 10-15 mètres où étaient les deux voitures, il y a un type, je pense le responsable des 5, ils étaient 5 terroristes, ils ont dit liquidez-les. Et donc j'ai vu un gars venir vers nous avec son arme, il pointait son arme à nous, et moi j'ai vu ça, je me suis vraiment fait tout petit, et je me suis protégé comme ça, et j'ai dit bon allez tire, comme ça c'est terminé, je vais plus avoir mal. Déjà j'avais très mal bien sûr, mais et il s'est passé quelque chose d'absolument remarquable et incroyable. D'ailleurs je fais le lien là aussi avec l'amour pour la vie. Donc je suis parti dans un espace que je ne maîtrisais pas, et c'était un énorme champ de fleurs. Il y avait des milliers de fleurs, c'était fabuleux, mais vraiment fabuleux. Il y avait des fleurs. Et donc moi je pensais en fait que j'étais mort. Après, tu vois que j'ai commencé à rationaliser, mais je pensais que j'étais mort. Et donc j'étais en train d'arriver au ciel, et je voyais ces milliers de fleurs avec le soleil. Et à gauche, je voyais genre comme une nymphe qui venait, qui flottait au-dessus des fleurs, et c'était ma mère. Avec un grand sourire, et genre les bras légèrement ouverts, mais pas non plus. Enfin, c'était toujours une personne, c'était pas un ange. Et ma mère est toujours vivante. Elle va avoir 84 ans cette année, donc elle est toujours vivante. Et c'était vraiment quelque chose d'absolument fabuleux. Ça a duré le temps que ça a duré, et puis je suis revenu dans la brutalité de la chose, pas tué, clairement. Et les terroristes étaient partis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où moi, je me suis retiré dans cet espace qu'on appelle aussi la presque mort ou l'avant-mort, si tu veux, donc cet espace spirituel en quelque sorte, il y a une femme qui a hurlé dans la forêt. Les terroristes nous avaient amenés dans une forêt, et elle a hurlé « La police arrive, la police arrive ». Et au moment où le type allait décharger son arme, ils ont paniqué, ils sont partis en prenant leur voiture, bien sûr, et aussi la nôtre, ils nous ont laissés. Wow. Et bon, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire comme expérience de vie. C'est violent au moment même, mais après, tu en retires tellement de leçons de vie. Et donc, le fait que j'ai jamais sombré dans une dépression ou dans j'ai eu des peurs au début, ce qui semble être normal, mais j'ai jamais eu des grands dégâts psychologiques. Mais par contre, ça m'a donné tellement d'envie de vivre et de comprendre ce qui s'était passé, surtout que j'ai eu le lien avec ce champ de fleurs et cette beauté, la lumière. Et c'est symbolique, mais tu connais notre maison. Il y a beaucoup de fenêtres. Et moi, en fait, je veux toujours avoir la vue, je veux toujours avoir les rideaux ouverts. Parce que vraiment, je ne veux pas le noir. Et pourtant, j'adore le noir. Je peux regarder, observer le noir et la nuit et les étoiles. Mais en journée, j'aime bien la lumière. Et donc, le matin, je suis assez matinal. La première chose que je fais tous les jours, c'est que je remercie la vie. La première chose que je fais, Marc, c'est avant de sortir de mon lit, avant que je mette mon pied droit sur le sol, je dis waouh, de nouveau une journée. Et même parfois j'ai des journées très complexes et très intenses. Je dis waouh, de nouveau une journée. Je remercie la vie. Puis je sors faire mes petits rituels et je regarde dehors.
C'est la deuxième chose que je fais. Donc je remercie la vie et puis je regarde dehors. Donc pour moi, la lumière et prendre cette bouffée d'air. Donc j'ouvre vraiment, même en plein hiver, quand il fait moins de 10, j'ouvre et j'accueille la journée. Ça, pour moi, tout ça, ça fait partie d'accueillir la vie et d'aimer la vie. Ouais, merci d'abord de ce partage parce que c'est avec beaucoup d'émotion. Ouais. Waouh, c'est impressionnant. C'est à combien de temps ça? C'était il y a 26 ans maintenant. Donc il y a un quart de siècle. Un quart de siècle, exactement. Et donc c'est encore, quand tu racontes l'histoire, c'est encore extrêmement là et on voit les images, tu vois. Ouais. Tu le racontes tellement avec de la puissance qu'on voit les images et qu'on te sent. Et c'est très très impressionnant. Cette histoire-là, en quoi est-ce qu'elle se retrouve dans ton livre, donc livre que tu as écrit, qui s'appelle donc en français le livre du noble purpose. Alors ça, donc je répète bien, c'est donc le livre du noble purpose. Alors Olivier va nous expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement vous avez appelé ce livre comme ça, qui est une traduction littérale de l'anglais. Ouais. Oui. En fait, le titre complet, c'est le livre du Noble Purpose, comme je l'appelle, réussir par la quête de sens. Pourquoi, en fait, pour avoir une analogie avec le titre en anglais et en néerlandais. Donc, il est paru entre-temps en 3 langues déjà, donc le néerlandais, l'anglais et le français. Et on s'est dit, utilisons, enfin nous, c'est l'éditeur qui a dit, utilisons le même mot dans les différentes langues. Il y a un projet aussi de le faire traduire aussi, de le publier en portugais et en espagnol. En fait, par uniformité, se dire utilisons le mot noble purpose et comme ça, ça sera vraiment le plus facile. 2, parce qu'on veut faire aussi un statement, c'est-à-dire l'éditeur a réfléchi à d'autres mots. Ils sont venus avec noble dessein, avec noble objectif, avec raison d'être. Mais en fait, aucun de ces mots, pour moi, représente la quintessence du mot noble purpose. Et c'est quoi cette quintessence du mot? Ouais. Pour moi, c'est en fait un sens noble, sans que ça ait à voir avec l'aristocratie, mais c'est le sens noble que l'on donne à sa vie. Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser qui dépasse des objectifs individuels, des objectifs, ce que j'appelle souvent des objectifs matériels. Donc c'est le sens élevé qu'on veut donner à notre vie. On peut avoir un objectif. En anglais, on dit souvent purpose, objectif, purpose. Et je dis souvent pour choquer, en quelque sorte, Hitler, il avait aussi un purpose. Il avait un objectif de créer le Troisième Reich. Mais Hitler n'avait pas un objectif noble. Donc pour moi, le mot noble est très important. Des entreprises ont souvent des objectifs. Tu es bien placé à le savoir. Tu connais très bien le milieu des entreprises. Mais il y a plein d'entreprises qui ont des objectifs, ce qu'ils appellent des missions. Mais ce n'est pas noble du tout. Être le plus grand, ou voir être le plus important, ou le plus vite, ou en quoi est-ce que ça sert la société? En quoi est-ce que ça sert l'humanité? Et donc quand on met cette notion de noble qui de loin dépasse un simple objectif matériel, ça donne cette nuance plus élaborée, plus sophistiquée, plus spéciale en fait, plus unique aussi. Donc, noble purpose, ce sens que tu donnes, ce sens noble que tu donnes à ta vie, c'est quoi le tien? Ton sens noble, c'est quoi ton noble purpose à toi? Alors, pour info, et j'en suis assez fier, c'est que mon noble purpose est le même que mon entreprise, celui de mon entreprise. En fait, en gros, j'ai donné mon noble purpose aussi à celui dans l'entreprise, ce qui est assez unique parce que souvent on distingue, et peut-être pas, parce que quand on regarde dans l'histoire, quand maintenant on fait un focus sur les entreprises, souvent le fondateur ou la fondatrice ou les fondateurs d'une entreprise, ça part toujours d'une personne ou de quelques personnes. Souvent, c'est l'extension de qui sont ces gens.
On a une idée, on a un concept, on a développé une méthodologie, on a développé une science, un produit scientifique, une solution, mais ça provient toujours d'une intention de quelqu'un. Oui. D'accord. Et donc c'est pour ça que moi j'ai souhaité donner à mon entreprise le même Noble Purpose que le mien. Mon Noble Purpose, ou notre Noble Purpose, c'est inspirer le plus possible ce que j'appelle des high impact leaders, donc des personnes avec beaucoup d'impact dans la société. Et high impact, ça ne veut pas uniquement dire des patrons d'entreprise. C'est des gens qui impactent les autres. Ça peut être des gens qui sont responsables pour la culture, responsables pour la politique, responsables pour les ONG, responsables pour de la science, des écrivains. Donc des gens qui impactent les autres à créer de la beauté, la joie et l'harmonie. On peut en revenir après si tu veux, au service du progrès et de l'évolution de l'être humain, de la société et du monde. Donc en gros, mon Noble Purpose, c'est de contribuer à l'élévation de l'être humain, de la société et du monde, en créant des notions différentes autour de ces concepts de la beauté, la joie et l'harmonie, ce qui pour moi sont des concepts, enfin c'est pas des concepts, c'est des choses essentielles dans la vie. Quand tu parles de beauté, de joie et d'harmonie, parce qu'il y a plein de questions que j'ai envie de te poser par rapport à ça, mais quand tu parles de beauté, joie et harmonie, est-ce que je peux te servir un peu de thé? Oui, tout à fait, oui, avec plaisir. Et en fait, est-ce que tu mets ça dans cet ordre-là? Beauté, joie, harmonie, c'est d'abord la beauté? Non, je mets d'abord joie. Je mets ensuite harmonie et puis beauté à la fin. Je pense que l'objectif de chaque être humain, qui est libre, hein, parce que quand on n'est pas couvert dans ses besoins de base, quand on n'est pas libre, soit par un système familial, soit par un système économique, soit par un système sociétal, quand on est quand on habite dans une région ou un pays où il y a la guerre, où il y a la famine, c'est très différent, on a des besoins qui sont très différents. Donc, disons, c'est pour des gens comme nous, et probablement les gens qui regardent et qui écoutent ton programme. Le plus bel objectif dans la vie, c'est d'avoir une vie de joie, où on sent la joie. Ça crée de l'énergie, ça crée le progrès, ça crée la connexion, ça permet de vivre pleinement l'amour quand on est dans la joie, quand on est crispé, quand on a peur, quand on est en carence, en manque de... ça bloque beaucoup de choses. Donc pour moi, la joie, c'est quelque chose d'essentiel. Spinoza dit bien faire et être en joie. C'est une phrase que j'aime beaucoup personnellement. Et je la trouve très pertinente. Ouais. Je la trouve très pertinente. Faire de son mieux par rapport à ce qu'on a à faire et tenter d'être en joie en permanence pour pouvoir... Ça devrait presque être une quête de chacun. Ouais. D'ailleurs, je me demande, c'est une question très philosophique, mais est-ce que ce n'est pas la quête de la race humaine, en quelque sorte, tu vois, au-delà des besoins de base, de nouveau. Tu vois. Alors, deuxième chose importante pour moi, c'est l'harmonie. L'harmonie vient d'être un équilibre. Il y a tellement d'harmonie, mais c'est d'être un équilibre avec, par exemple, en tant qu'être humain, avec ses 4 corps. Je suis, comme tu le sais certainement, un grand défendeur au promoteur même de l'intégrité ou la vie intègre selon la vision bouddhiste, où l'harmonie entre le corps physique, le corps mental, le corps spirituel, et moi j'ajoute le corps émotionnel, c'est essentiel. Donc ça, c'est une harmonie. L'autre harmonie, c'est entre ce que j'appelle les 3 sphères. La sphère familiale, la sphère sociale, la sphère professionnelle. Avoir une superbe vie professionnelle, mais ne pas avoir le temps pour ses amis ou pour sa famille, c'est un peu triste. Ou avoir une super relation, mais ne pas se satisfaire dans ce qu'on fait de façon professionnelle, c'est probablement très démotivant, malgré qu'il y a de l'amour. Donc là aussi, on doit avoir de l'harmonie. Et puis pour moi, une 3e harmonie, c'est l'harmonie d'être assez, ou d'avoir la notion de liberté, de pouvoir choisir et être prêt de payer le prix pour les choix que l'on fait. Tu vois.
Alors, encore une fois, c'est passionnant et on pourrait décortiquer chaque élément. Ce que tu évoques là, et ces mots, se retrouvent dans ton livre. Ouais. Ce sont des lignes de conduite. Ouais. Qu'est-ce que ce livre doit apporter ou peut apporter aux gens qui le lisent? C'est quoi que, quand tu as commencé à l'écrire ou quand tu as fini de l'écrire, qu'est-ce que tu avais envie finalement d'apporter aux gens? Plutôt au moment où j'ai décidé de l'écrire, l'idée c'était de donner aux gens un autre regard sur la vie et espérer que les gens connectent avec cette beauté de vie, leur vie. De peut-être revoir leur façon de vivre pour peut-être connecter davantage avec la force de la vie, avec cette beauté de la vie, avec l'essentiel de la vie. C'est quoi l'essentiel pour la vie? Combien est-ce qu'on se perd dans des choses qui sont inutiles, mais tout simplement parce qu'on ne se pose pas la question. Donc pour moi, c'était vraiment ça. Mettre les gens en relation, en contact, en conscience avec leur vie et la beauté de leur vie. Pour moi, deuxième objectif du livre, c'était pour les patrons, les investisseurs, les actionnaires, à revoir la façon dont ils entreprennent, la façon dont ils gèrent, la façon dont ils dirigent, la façon dont ils investissent. Déjà, pour ça, on pourrait consacrer un programme là-dessus. Ah oui. Et puis, le troisième objectif pour moi, c'est de faire un appel, ce que je fais d'ailleurs dans le livre, un appel aux dirigeants politiques en Belgique, en France, en Suisse, au Canada, dans le monde, partout, à revoir leur raison d'être. Mm-hmm. Est-ce que les hommes et les femmes politiques sont là pour servir les prochaines générations? Est-ce qu'ils sont là pour servir un projet qui donne sens? Ou est-ce qu'ils sont là pour pérenniser leur élection ou faire de telle sorte qu'ils seront réélus lors des prochaines élections? La réponse est bien sûr le premier objectif et pas le deuxième objectif. Donc ça, c'est en fait vouloir toucher à tous les hommes et les femmes qui sont intéressés par la vie, oui. Les patrons, les leaders des organisations et puis les politiques. Tu as eu des réactions? Oui. Et alors? Ouais. J'ai eu beaucoup de réactions. Peut-être ceux qui ne trouvent pas que c'est un bon livre ne vont pas me le dire, mais donc j'ai eu que des réactions très positives. J'ai eu des réactions par ailleurs de chefs d'État qui m'ont écrit une carte ou une lettre. J'ai eu beaucoup de réactions de patrons d'entreprise. J'étais provoquant aussi. Hein. J'ai à certaines personnes que je me disais, ça serait bien qu'il ou elle le lise. Donc j'ai envoyé le livre avec un mot personnel et il y a quand même plusieurs de ces personnes qui m'ont fait un retour très positif. Et j'ai eu beaucoup de répondants, des gens que je ne connais pas qui trouvent mon adresse mail ou qui m'envoient un message sur LinkedIn ou qui disent voilà, je viens de lire votre livre m'a beaucoup touché, votre histoire est passionnante. Et en fait, je ne pense pas que l'histoire en tant que telle est passionnante, mais c'est parce que je fais le lien utilisant mon prise en otage, c'est ça en fait le fil conducteur. Comment, en tant qu'être humain, dans la vie, on se fait prendre en otage par nous-mêmes et par notre environnement. Comment, dans une économie quand même très fort, sur une trame ancienne, enfin vieux style, on se fait prendre en otage par une ancienne économie, une philosophie ancienne. Et la société aussi, elle est prise en otage par toutes des choses que je trouve désuètes. Donc les gens se sentent en quelque sorte appelés à faire quelque chose ou se sentent libérés en quelque sorte. Qu'il y a quelqu'un qui a osé, entre guillemets, qui a osé mettre un peu les pieds dans le plat par rapport à créer de la liberté sans être révolutionnaire. Tu es évolutionnaire, pas révolutionnaire, mais tu es évolutionnaire. Alors, j'aime bien ça, être évolutionnaire, je suis d'accord. Et je trouve que quand tu racontes ton histoire personnelle, dans ce kidnapping, le fait que tu te retrouves tout serré, crispé, et qu'à ce moment-là, tu as cette vision de ce champ, je trouve que c'est très, très impactant. Et par rapport à ce que tu viens de dire, d'un point de vue plus global, et pour généraliser,
On est dans une période extrêmement crispée. Ouais. Et le fait de pouvoir voir le champ de fleurs, de dire que c'est possible, qu'il y a quelque chose qui peut nous emmener plus loin, nous faire dépasser. Même sur le point d'être tué. Oui, absolument. On est au bord du précipice. Totalement. Et que derrière ça, il y a quelque chose qui t'élève, qui élève ton niveau de conscience, qui te permet effectivement de se... Et puis alors, il y a cet appel de cette femme dans la forêt qui dit la police arrive. Et comme quoi, à la dernière minute, il peut y avoir quelque chose qui nous fait basculer dans quelque chose de positif. Et dans ce qu'on vit aujourd'hui, je pense que ton histoire permet de se projeter et permet de se dire on peut éviter le kidnapping. Alors tu le dis à plusieurs moments, il y a des exemples aussi de leaders et de responsables d'entreprise dont tu parles. Donc il y a cette vraie... et moi, j'aime beaucoup cette comparaison. Et je trouve qu'on est à un moment, et c'est sans doute la raison pour laquelle tu es ici, et sans doute aussi la raison pour laquelle cette interview ou ce partage existe, c'est qu'on est dans ce moment-là, où on peut basculer vers autre chose. Et la Covid nous aide là-dedans. Quelle est, toi, ta vision par rapport à la Covid ? Y a les fêtes, où il y a eu beaucoup de gens malades, et j'en ai... vu et eu quelques-uns autour de moi, dont mon frère, enfin un de mes frères, quelques amis. Je suis très heureux de ne pas avoir été malade, parce que c'est quand même une grosse saloperie. En même temps, l'impact économique de ces lockdowns, de toutes ces restrictions sont énormes, sont pour moi totalement démesurés. Mais ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est l'impact sociétal, psychologique et psychiatrique. L'impact que ça a sur l'être humain est énorme. En même temps, malgré ce côté noir et catastrophique, je pense que c'est une énorme opportunité de progrès. Je pense que c'est une énorme opportunité de compte à rebours, de remise en question, de prise de conscience. Et donc, et c'est pas que je suis un ultra optimiste qui même quand la maison est en feu, je dis mais on va s'en sortir, ça sera pas très grave, je suis pas à ce point-là quand même, mais je suis un réaliste probablement, un réaliste optimiste. Je pense que cette crise nous permet vraiment de se poser beaucoup de questions. Et je pense, d'après ce que j'entends et d'après ce qu'on me dit, au moins avec ceux que je parle, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, il y a beaucoup de questions par rapport à quelle va être la suite, quelle va être ma vie, quel est le noble purpose que moi je veux donner encore à ma vie. Le nombre de patrons qui surtout pendant les premiers, je dirais, 3, 4, 5 mois, avec qui j'ai interagi de façon digitale, qui m'ont posé cette question. Je me pose tellement de questions par rapport à la suite des gens qui ont des fonctions très importantes, qui influencent et impactent beaucoup de gens, qui se sont vraiment posé cette question. Je pense honnêtement, sans cette crise, il y aurait eu beaucoup moins de questionnements, beaucoup moins de gens qui se seraient questionnés ou qui auraient questionné leur système ou leur façon de diriger, leur façon de décider, leur façon d'être, de vivre. Donc, moi honnêtement, et je me sens un peu gêné en quelque sorte, mais cette crise pour moi est aussi... déjà, pourquoi est-ce que je me sens gêné ? Parce que certaines personnes la voient vraiment comme un truc horrible, mais pour moi c'est une énorme opportunité. Ouais. Je suis évidemment d'accord avec toi. On va parler un peu d'optimisme, justement, puis tu parlais d'optimisme réaliste. Ouais. Je vais donner ma définition de l'optimisme. Face à un problème, imaginer une solution et tout faire pour la mettre en œuvre. Face à un problème, ça veut dire qu'on est lucide, il y a un problème, la maison est en feu. Imaginer une solution, je ne vais pas rester là, les bras croisés, à attendre que tout brûle. Je vais faire quelque chose. Et imaginer que je peux faire quelque chose. Et puis, tout mettre en œuvre pour tenter de réaliser ce quelque chose, cette solution. Lucidité, face à un problème, on voit qu'il y a un problème. Imaginer une solution, la volonté, et tout mettre en œuvre pour la réaliser, le courage. Lucidité, volonté, le courage. Pour moi, l'optimisme, c'est ça.
Si on n'est pas optimiste, mais encore une fois, c'est ma vision, et je voudrais la partager avec toi et voir ce que tu en penses. Si on n'est pas optimiste, on n'a pas aujourd'hui de possibilité de mettre un pas plus loin. Si on n'est que pessimiste, c'est foutu, on est mort, la société est morte, on va se laisser aller et on va faire n'importe quoi. Pour moi, c'est aujourd'hui... voilà. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Tu veux dire par rapport à l'optimisme ou par rapport à tes... Les deux. Je voudrais d'abord comprendre quelque chose. Quand tu parles de lucidité, pour toi, c'est aussi conscience? Oui, conscience qu'il y a un problème. Okay. C'est pas la tête dans le sable, tu vois, je vais bien, tout va bien. Okay. Je suis. Sans vouloir aller dans une réflexion existentialiste par rapport à la thématique d'optimisme, mais pour moi, l'optimisme, c'est un état d'esprit et c'est aussi une habitude. Tu sais très bien que tout ce qu'on pense est finalement une question d'énergie. Enfin, quand on pense quelque chose, on va bouger, on va agir, on va faire en fonction de ou en phase avec notre pensée. Oui. En gros, quand on est positif, on va s'ouvrir. Quand on est négatif, on va plutôt se fermer. Et donc, avec l'ouverture et la fermeture physique, corporelle, ça change. Donc, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est, comme tu dis, de voir des possibilités, c'est de voir des opportunités, c'est de voir aussi le beau côté de la vie, le beau côté des choses. Mais c'est aussi une habitude. Donc, pour moi, ça se cultive. Je ne sais pas, en fait, si tout le monde est... je ne maîtrise pas ça. Je ne sais pas si les gens sont tous nés avec un regard optimiste, si on est en fait programmé en tant qu'être humain, un nouveau-né, est-ce qu'il est, optimiste ou pas? Je ne sais pas. Et est-ce qu'après ça commence à changer? Je n'ai aucune idée. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Et je trouve qu'on doit cultiver. Toujours en tenant compte, bien sûr, du contexte dans lequel on vit. Les gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de sous, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de protection, ça demande 100 fois plus de courage et 100 fois plus de lucidité pour pouvoir être optimiste. Et il y a quelques-uns, et je les trouve par ailleurs encore plus impressionnants, des gens qui ont pu surmonter ces problèmes ou leur contexte social, sociétal, pour en faire quelque chose de positif. Pour moi, c'est aussi en quelque sorte une obligation de la société, et je trouve qu'on est très loin de ça, d'être optimiste. Les médias, pour moi, doivent être optimistes. Et pour moi, ils ne le sont pas assez. On est d'accord. Ils sont surtout négatifs, sont surtout catastrophiques. Pour moi, c'est aussi une question, la responsabilité du monde économique. Pour moi, être optimiste, c'est pas on va conquérir tel continent ou on va conquérir tel marché ou on va grandir de 10% ou de 15%. Et en même temps, ils sont en train de créer un système dans lequel les gens sont en train de pourrir, les gens sont totalement déconnectés, sont désengagés, sont malheureux, sont pas en phase avec leur propre noble purpose. Ça, pour moi, c'est pas de l'optimisme pour moi. Ouais. L'optimisme, c'est vraiment cette obligation qu'on a de mettre un regard positif, réaliste, pas naïf, positif, réaliste sur les choses. Et donc ça demande de la conscience, ça demande aussi du courage pour moi. Le courage. Et puisque ton programme, c'est justement faire l'éloge du lundi, eh ben mince alors que le lundi, on dit ça. Je vais commencer ma semaine de façon optimiste, avec un regard positif. Mais combien de gens, malheureusement, on ne démarre pas déjà, commencent déjà le dimanche soir à avoir du stress, parce qu'ils vont commencer à travailler de nouveau. Alors ça dit quoi sur les gens? Ça dit quoi sur notre économie? Tu vois? Dans ce que tu évoques, il y a la phrase d'un petit garçon de 6 ans, marocain, orphelin, qui a perdu ses parents, et qui, quand on l'interroge, et j'ai vu ça il y a quelques semaines, il a 6 ans, et il dit vous savez, je fais des efforts pour être heureux. Et moi, j'ai pleuré en voyant ça,
un gamin de 6 ans qui dit « je fais des efforts pour être heureux ». Et il a perdu ses parents. Et je trouve que c'est une image exceptionnelle. C'est habitude, il faut faire un effort. Pour pouvoir, c'est le philosophe Alain qui dit le pessimisme est de nature, l'optimisme est de volonté. Ouais. Ben, c'est exactement ce que tu dis. On a la réponse. Ouais. 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 Dans The Noble Purpose, tu rencontres énormément de dirigeants d'entreprises, tu rencontres énormément de leaders, tu rencontres énormément de gens qui ont un impact. Je vais revenir juste un peu en arrière. Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves dans cette situation-là, à rencontrer des gens et à être consultant pour eux, pour les guider quelque part? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves là et quel est l'objectif que tu poursuis en étant avec eux? Alors, quand j'étais en révalidation, d'abord en réparation les premières semaines, et après en convalescence, après mon attentat, j'ai eu beaucoup de temps de réflexion. Je devais rester en Colombie pendant des semaines avant que j'ai pu être repatrié. Et puis après, bien sûr, j'ai eu des mois de convalescence après pouvoir de nouveau fonctionner physiquement normalement. La première question que je me suis posée quand je suis sorti de ma peur après cet attentat a été: pourquoi est-ce que des gens font ça, kidnapper, tuer des autres? Et dans notre cas, c'était en fait des gens qui étaient assez jeunes. On les a jamais rencontrés, mais c'était pas des gens qui étaient plus âgés que 25-30 ans. Donc c'était des gens quand même assez jeunes. Et je me suis vraiment posé comment est-ce possible que des gens arrivent à avoir tellement perdu l'espoir ou à avoir tellement perdu des bases de respect, de respect pour les autres, de devoir prendre en otage et de tuer des gens, ou de vouloir tuer les gens. Et donc j'ai voulu comprendre le fonctionnement de l'être humain, j'ai voulu comprendre le fonctionnement du cerveau, j'ai voulu comprendre la force du mental. Et c'est dans cette période aussi, ayant une vie de qualité jusque-là, plus ou moins avoir tout ce dont j'avais besoin, et bien plus, avoir l'amour, la protection de mes parents, avoir de très chouettes amis. Enfin, j'avais une vie totalement complète, en quelque sorte. Et je me suis dit, mais maintenant, quitte. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, une fois que je fonctionnerai de nouveau, entre guillemets, normalement? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc, j'ai eu des semaines et des semaines et des semaines de temps de réflexion. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, moi, je veux faire quelque chose de spécial avec la vie, avec ma vie. Et c'est clair qu'à cet âge-là, je n'avais pas encore la grande clarté qui est venue par après, que j'ai maintenant. Et puis, en fait, c'est venu à fur et à mesure. Et je l'ai décrit d'ailleurs, mon livre, tout ce cheminement. Et c'est pour ça aussi, je pense que le livre a un certain intérêt, c'est que les gens peuvent suivre un cheminement, les différentes étapes. Et donc, en quelque sorte, c'est confrontant, mais c'est aussi instructif. Et à un moment donné, pour moi, c'est devenu très clair. Et c'est devenu vraiment très clair que je voulais influencer de façon positive des gens qui ont de l'impact dans la société pour avoir un impact à leur tour sur le plus grand nombre. Et comme tu le sais, dans la vie, toute intention devient énergie, et énergie devient action. Et donc, mon action a été que je commençais à avoir des conversations, que c'était lors d'un dîner ou quand j'étais jeune patron, avant même d'avoir commencé à faire l'activité que j'ai maintenant. Je parlais et les gens souvent disaient « c'est très inspirant de parler avec toi ». Et pour moi, pourtant, c'était aucun effort parce que je parlais des choses essentielles. C'est la vie, qu'est-ce que tu veux faire pour les autres, sans que j'avais même cette notion du noble purpose, de cette raison d'être, tu vois. Tu avais ça en toi, en fait. J'avais ça en moi, mais de façon beaucoup plus, je ne vais pas dire inconsciente, mais ce n'était pas encore tellement... Maintenant, c'est vraiment, on a vraiment créé une activité, une entreprise autour. Il y a une équipe, des équipes. On travaille dans le monde entier. Donc, j'ai construit ça.
Mais c'était vraiment une intention. Et puis, tu rencontres une personne, et puis cette personne dit, tiens, est-ce que tu pourrais bien m'accompagner, ou est-ce que tu pourrais bien nous aider avec notre entreprise? Et puis, une personne, et puis deuxième personne, et la deuxième personne parle à une troisième personne, et la troisième personne parlera à deux autres personnes, et ainsi de suite. Et puis, bon, voilà. Donc, c'est vraiment à fur et à mesure, de fil en aiguille, de bouche à l'oreille, en fait, en gros, que ça a commencé à se développer. Et j'ai aussi cette volonté de vraiment, en quelque sorte, mettre un miroir devant des gens qui sont responsables. Je vais donner un exemple très concret. Je suis assez actif sur LinkedIn, que je trouve un médium professionnel, et je me sens bien là-dedans. Et il y a un des patrons d'une grosse entreprise, un groupe alimentaire, qui est fier de dire, voilà, notre noble purpose, c'est rendre accessible maintenant à tout le monde les food bars, donc comment est-ce qu'on dit ça en français? Les bars alimentaires. Les bars alimentaires. Ouais. Mais en fait, c'est des trucs qui sont bourrés de sucre et bourrés de Et donc, j'ai répondu à cette personne que je ne connais pas. Enfin, je ne le connaissais pas. J'ai dit, je me permets de réagir, parce que vous mettez comme votre noble purpose rendre accessible les food bars, mais j'aurais préféré que vous dites, on rend accessible des food bars de grande qualité, ou qui aident à vivre une vie avec moins de graisse, moins de sucre, et ainsi de suite. Et c'est en moi, donc... Il a répondu? Il n'a jamais répondu. D'accord. Non. Et ça, je le fais assez souvent, où c'est pas que je provoque, mais au moins je confronte, voilà, oui. J'éveille la conscience, je confronte les gens. Je vais donner un autre exemple. Souvent, dans les entreprises, quand on pouvait encore aller à un dîner ou un cocktail ou un truc de networking, que je fais de moins en moins par ailleurs, et maintenant de toute façon on peut plus depuis un an, mais souvent quand on rencontrait des gens, ils disaient, ah, c'est intéressant ce que tu fais, et je dis merci, et je demandais alors, et pourquoi, pour vous, c'est quoi le succès? Et souvent, les gens disent, ah, pour nous, tu sais, on a une entreprise et on a augmenté notre chiffre d'affaires de 5%, de 10%, ou on a un profit d'autant de millions ou de milliards. Et alors, j'ai la mauvaise habitude, mais je pense que c'est une excellente habitude, de demander, ok, très bien, mais pour moi, ça ne me dit rien par rapport au succès de votre entreprise, parce que ce qui m'intéresse, c'est avec cette croissance de votre chiffre d'affaires, ou avec cette augmentation de pourcentage de votre profit net, quel est l'impact collatéral que vous créez? Et ça, coup sûr, je le pose toujours comme question. Donc, je me permets de poser des questions pertinentes, en même temps philosophiques. Deuxième ou troisième exemple, quand on nous demande de faire une transition, là on est focalisé vraiment sur les entreprises et sur les transformations organisationnelles, quand on nous demande d'accompagner les actionnaires ou le leadership d'une entreprise à faire ces transformations, avant de démarrer, je veux toujours avoir 2 voire 3 moments privé avec la présidente, le président, le CEO, en individuel. Et on prend le temps, on va déjeuner, on va dîner. Et puis je pose des questions par rapport à la grande motivation, intrinsèque, authentique, sincère et vraie. Et je pose la question, est-ce que tu es vraiment conscient ce que ça va vouloir dire, de vouloir transformer ton groupe au niveau humain, au niveau impact sociétal, au niveau complicité que tu vas devoir avoir avec soit la direction générale si c'est les actionnaires, ou soit avec les actionnaires si c'est la direction générale, mais aussi vous en tant qu'actionnaire, ou en tant que membre du comité de direction, ou en tant que management. Est-ce que tu te sens prêt en tant qu'être humain après 1 an, 2 ans, quand il y aura de la résistance? Parce que résistance, coup sûr, il y aura de la résistance. Tu l'as fait toi-même pour ton entreprise, donc tu sais bien c'est quoi la résistance. Donc il faut être là, il faut accompagner. Et le grand problème, c'est justement qu'au moment où il y a beaucoup de résistance, c'est que là, les gens, en fait, ils déconnectent. Oui. Soit ils changent d'entreprise, ils vont ailleurs, ou ils laissent tomber la transformation. Et donc c'est ça qui, pour moi, est important. Si tu veux vraiment impacter la société, est-ce que tu es vraiment prêt à comme disent les Anglais, walk the talk? Est-ce que tu es vraiment
prêt à faire ce que tu dis, ce que tu veux faire. Alors, c'est passionnant parce que quand tu parles de ça à des patrons, leaders et autres responsables, donc dans le monde entier, puisque tu as effectivement des liens dans le monde entier, est-ce qu'ils réagissent tous culturellement de la même manière? Est-ce que le message que tu délivres, les questions que tu poses, apportent les mêmes conséquences, les mêmes réactions, les mêmes types de réactions, ou tu vois des grandes différences entre les... Où ton message est suffisamment universel et Oui, je pense. Oui, ouais. ok. Ouais. Bon, on a aussi une certaine subtilité quand même où on peut contextualiser dans le pays ou dans la culture, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Même les différents types de secteurs. Je peux aussi bien avoir cette conversation avec un patron d'une boîte avec 100 000 ou 200 000 ou 300 000 personnes qu'avec un leader d'un parti politique ou avec une directrice générale d'une ONG ou avec un directeur d'une institution culturelle. Pour moi, c'est la même chose. Okay. Et le schéma, alors que tu suis derrière, une fois que tu as commencé à mettre en place cette réflexion et ce partage, les étapes sont les mêmes et est-ce que tu accompagnes tout au long de ces étapes? Oui. Ok. Ouais. Donc ça veut dire aussi impacter les comités de direction, impacter l'ensemble des membres de la société. Bien sûr. Okay. Et c'est pas uniquement ça. Maintenant de nouveau un focus sur l'entreprise, mais quand on fait une transformation et on nous demande comment est-ce qu'on va savoir qu'on a réussi notre transformation, j'ai en fait une phrase classique. Je dis c'est au moment où l'échelle hiérarchique inférieure dans l'organisation, donc souvent c'est soit les employés de base ou c'est les ouvriers dans les usines, quand ces gens pourront parler avec fierté et avec clarté à leurs amis, à leurs collègues et à leur famille pourquoi ils sont fiers de travailler dans l'entreprise, l'organisation, le système dans lequel ils sont. Ok, du sens de ce qu'ils font en fait. Exactement. On n'est plus dans les entreprises où on fait des gestes sans savoir pourquoi on le fait. Non. Ici, ils savent pourquoi. Oui. Ok. Ouais. Okay. Et ça va tellement loin parce que finalement, s'il y a un message que je veux donner, c'est que pour moi, le bonheur vient aussi de la qualité du travail. Et la qualité du travail, pour moi, est la base d'une vie heureuse. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Mais attends, ce gars, il est fou. Ma vie heureuse, c'est parce que j'ai une superbe femme, ou j'ai une très belle famille, ou j'ai mon mari qui est fabuleux. » Mais bien sûr. Mais imaginons qu'on a une superbe femme, un super mari, un super compagnon, une superbe famille, mais on ne peut rien faire de qualitatif soit avec ses mains, soit avec sa tête. Et donc, on ne crée pas grand-chose. On est un peu en train de vivre une vie sans issue professionnelle, je pense, sans sens, où on s'ennuie. Justement, le dimanche, fin d'après-midi, on commence à stresser parce que, oh mon Dieu, lundi, ça recommence, je dois de nouveau aller travailler. Ou moi, je voudrais que les gens, le dimanche, disent « Waouh, c'est génial, le lundi, demain, en fait, c'est la prolongation de ma vie. Donc, dimanche, profitons-en de ce dimanche. Et demain matin, je vais me lever avec envie parce que le lundi, c'est pas différent que le dimanche. Ouais. À part du fait que je vais, là, peut-être j'ai travaillé 1 heure ou 2 heures le dimanche. Là, je vais travailler 6 heures, 8 heures, 10 heures, 15 heures. Qu'est-ce que j'en sais, dépendant de son ambition, dépendant de ce qu'on fait dans la vie. Mais qu'au moins, on est là avec passion, envie, grande envie, engagement, commitment. Tu vois, et c'est ça pour moi qui est essentiel. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe, mais ça doit être avec engagement et avec envie. Et combien de fois, tu le sais, j'ai été patron moi-même, enfin je suis toujours patron, mais c'est quand même différent, mais quand j'étais patron de grosses structures avec, entre guillemets, beaucoup de responsabilités, et j'observais l'importance de donner du sens. Pour moi, sans que j'étais déjà impliqué dans ce que je fais maintenant, mais déjà pour moi c'était important. Je vais donner un exemple, Marc.
quand j'étais jeune directeur chez Belgacom, pour ceux qui ne connaissent pas, Belgacom c'était l'entreprise dominante de télécom en Belgique, qui s'appelle maintenant Proximus. C'était, je pense qu'on peut dire, une des boîtes les plus prestigieuses dans le pays. Et bon, voilà, j'avais donc eu le plaisir de pouvoir travailler pour Belgacom à l'époque. C'était l'époque de John Goossens, le patron iconique, mythique, homme remarquable. J'ai vraiment appris beaucoup de lui. Quand je suis devenu responsable pour une division, quand même 1200 personnes, on disait, ah mon Dieu, tu vas co-diriger cette division, mais c'est la poubelle de l'entreprise. La poubelle de l'entreprise, 1200 personnes. Ça m'a tellement choqué. Et j'ai dit, mais moi je veux montrer que ce n'est pas la poubelle de l'entreprise, parce que c'était des gens soi-disant un peu sans vraiment beaucoup d'ambition. J'ai rencontré des gens superbes, parce qu'on a commencé à connecter avec l'être humain, avec le cœur. Et avant, c'était juste un truc transactionnel. On a là une division avec des gens soi-disant démotivés. Et puis, ils étaient étonnés que tous, ou quasi tous, étaient syndiqués. Mais c'est normal, parce que les gens ne se sentaient pas respectés. Et si je peux parler d'un de mes grands succès, et je ne l'ai pas fait seul, qu'on soit bien d'accord, on l'a vraiment fait avec toute une équipe, avec beaucoup de gens, mais c'est d'avoir remis la dignité humaine dans cette entreprise. Eh bien, pour moi, là, j'ai compris. J'avais 28 ans, 29 ans, quelque chose comme ça, 30 ans. Le travail, c'est quelque chose qui est essentiel. Et nous travaillons tous. Oui. Nous travaillons tous. Que l'on soit boulanger, directeur général d'une chaîne de radio, de télévision, qu'on a une entreprise de conseil, qu'on est facteur, employé, qu'on travaille, infirmier, médecin, scientifique, prof à l'école ou à l'université. Mais quand on se lève le matin et on se dit « Waouh, ce que je fais donne vraiment du sens à ceux que j'impacte », quand on va au lit et on se dit « Qu'est-ce que je suis content », même si ça a été une journée compliquée, parce que parfois on a des journées compliquées, qu'est-ce que je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Quand on parle justement de cette notion de joie, de bonheur, qu'est-ce qu'on veut de plus dans sa vie? Et si en plus on a une bonne relation et une belle famille et des bons amis et on est en bonne santé, tu vois. Mais pour moi, c'est essentiel. D'ailleurs, c'est un truc assez confrontant dans le livre où je dis regardons d'abord la qualité de notre travail. Tu vois. Et donc pour moi, le fait de créer des systèmes, que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur associatif, pour moi, il n'y a aucune différence. Et peu importe les secteurs, peu importe l'industrie, mais ce qu'on fait, ça doit être un travail de qualité, de par notre apport à la création de valeur ajoutée au service du noble purpose de cette organisation. Et quand on est capable en tant qu'entreprise, que ce soit une PME avec 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes, une grosse multinationale, pour moi c'est la même chose. Donc pour moi, je souhaite, c'est peut-être un des grands souhaits que j'ai, c'est à travers ce livre et le travail que nous faisons et l'impact que l'on crée, c'est que les gens comprennent que la qualité du travail et la connexion avec le sens noble, est ce qui est le plus essentiel dans la vie. Je bois tes paroles. J'ai encore une question avant de nous quitter, parce que le temps passe et... J'ai aucune idée. On viendra, moi non plus, mais je sais qu'on va loin, mais c'est passionnant. Si tu avais un message à délivrer à ceux ou celles qui nous regardent, par rapport à ce que tu fais tous les jours et à ce qui te guide, c'est quoi le message que tu as envie de délivrer? Aujourd'hui, oui. À l'époque où on est, oui. Avec ce que l'on connaît, ce que l'on vit, oui. C'est quoi ton message?
ça bouillonne dans la tête. Il y a tellement de choses qui viennent. Donc, je veux structurer ça. Je dirais l'espoir, la confiance en soi. Ayez de la confiance en vous. Et la vie est essentielle. Et qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir, si je me sens déjà assez connecté avec la vie, qu'est-ce que j'ai besoin pour être plus connecté avec la vie, la qualité de la vie, ma vie, enfin, votre vie. Si je suis totalement connecté, qu'est-ce que je dois faire pour maintenir cette connexion et comment est-ce que je peux le partager, cette connexion et le maintien de cette connexion. Et si on se sent perdu, on a peut-être pas nécessairement une clarté par rapport au sens que l'on donne à sa vie, c'est de trouver des moyens pour connecter, se connecter à soi-même, à travers la nature, à travers des belles conversations avec des gens que l'on aime, qui vont nous écouter, qui ne vont pas nous imposer des choses. C'est d'ouvrir les portes de bonheur en ayant des contacts qualitatifs avec les autres. Donc c'est opposé à s'isoler, justement. Souvent, on a ça comme tendance. Je ne vais pas trop bien ou je ne suis pas clair, donc je vais plutôt m'isoler. Mais moi, je dirais le contraire. Ouvrez justement les portes et parlez avec ceux à qui vous faites confiance et ceux qui sont vraiment là avec des bonnes intentions. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Ouais. Et osez vivre. Ouais. Osez vivre. Ouais. Ouais. Olivier Ongena qui a écrit le livre du Noble Purpose, et qui est un livre de chevet à lire et à relire, à lire des passages et à relire des passages. C'est juste magnifique. En plusieurs langues, donc vous pouvez même tester vos langues, puisque c'est déjà en anglais, en néerlandais, en français, et ça va être aussi en d'autres langues. Donc c'est magnifique. Et c'est un excellent exercice pour ceux qui ne pratiquent pas bien les langues comme moi, donc ça va être formidable. Olivier, c'est un plaisir de t'avoir reçu ici, vraiment, c'est un bonheur. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, se réentendre et de repartager avec tout un chacun. Merci pour tout ça, merci de ce que tu fais, merci de cet enthousiasme que tu partages. Et donc, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité, Thierry Brinard. On aura l'occasion de le découvrir aussi. Merci d'avoir été là avec nous et à bientôt.